Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Dans ce premier épisode, nous allons ouvrir le bal en donnant la parole à Adrien Desportes, CEO et cofondateur de Ayrton depuis 14 ans maintenant. De la genèse d'Ayrton à aujourd'hui, il nous partagera sa vision de l'entreprise et on vous parlera des valeurs qui nous animent et de la réalité de ces valeurs dans le quotidien des équipes. Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Salut Adrien. Salut Malika. Alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots ? Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne de toi ? Alors, je m'appelle Adrien Desportes, je suis le papa de 3 enfants, dont un nouveau-né de 5 mois, donc je suis en déficit de sommeil actuellement. On est en juillet 2021 pour le podcast. Et j'ai cofondé Ayrton, une société qui maintenant rejoint le groupe ABMI, donc une société maintenant de 50 personnes dans un groupe de 700 personnes. Et voilà, j'en suis très fier de tout ça. Ok. Dans tes débuts, quand tu as démarré, comment tu voyais le monde de l'entreprise ? Est-ce que les idées de culture, etc., c'était venu directement en tête ou, Donc, moi j'ai une formation technique, DUT, ingénieur, très classique. J'ai pas du tout de famille entrepreneuriale. En plus, dans les années 2005, il n'y a pas de culture entrepreneuriale en France, mais pas du tout. Il n'y a pas de Startup Nation, il n'y a pas de personnes un peu emblématiques, de rôle modèle là-dessus. Donc l'entreprise, ça reste quelque chose, pour ma génération, à cette époque-là, d'assez flou. Mais je pense que j'ai l'intuition que ça m'intéresse, puisque dans mon école d'ingénieur, qui s'appelle UTBM, il y a un truc assez magique. Tu peux choisir des matières. Donc tu as une espèce de livre où tu choisis toutes les matières que tu veux en début d'année. Ça s'appelle la bourse aux UV, UV pour unité de valeur. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a fait choisir l'école, je trouvais ça tellement génial. Donc tu peux choisir du coréen, des mathématiques assez poussées, enfin tu choisis ton parcours, enfin, c'est fou quoi. Ouais, à l'américaine quoi. À l'américaine, et voilà, donc je trouvais ça génial. Et dans les matières, il y avait une UV qui était une UV de gestion entreprise, mais au sens gestion comptable. D'accord. Ok, pas gestion comment gérer une entreprise, organiser une entreprise, c'était très comptable. Et je sais pas Un pourquoi je l'ai business prise. plan, Ouais, voilà, exactement. Et je l'ai prise, c'est vraiment, je me suis dit, oh là là, est-ce que tu es en train de te torturer ? Une espèce d'intuition, mais pas du tout entrepreneur, non. Et c'est en rencontrant mon associé Alexandre, qui lui avait la fibre beaucoup plus entrepreneuriale, qu'on s'est dit, tiens, de tout ça, de tout ce qu'on a envie de faire techniquement, est-ce qu'on n'en ferait pas une entreprise ? Seul, je ne suis pas sûr que je l'aurais fait. Je pense que j'aurais découvert plus tard, en même temps que la Startup Nation, mais pas sûr que je l'aurais fait tout seul. Oui, tu m'as demandé là, est-ce que ça représentait la culture pour moi. À ce moment-là, évidemment, zéro. Je ne sais même pas de quoi on parle, parce que je ne connais même pas le monde de l'entreprise. Et ça vient très tard, cette notion-là, d'abord un peu par intuition, et puis au bout d'un moment, avec l'élan entrepreneurial aussi dans le monde, presque, parce que c'est pas qu'en France que la Startup Nation n'existait pas. Il y a beaucoup de publications, il y a beaucoup de personnes qui commencent à en parler. C'est aussi associé quand même aux valeurs, qui est quelque chose qui est sorti en même temps un peu que les sites vitrines internet, et donc qui a été très très bullshit pendant très longtemps. Il fallait avoir des valeurs, c'était obligatoire, mais du coup c'était choisi à l'arrache, et c'était très consensuel. Et le déclic que j'ai eu, je pense, c'est quand... on ne sait plus d'où ça vient, mais j'ai entendu un jour, il y a 10 ans, il faut que les valeurs soient clivantes et que l'inverse de ta valeur soit vrai. Est-ce que du coup tu peux nous définir selon toi, c'est quoi une valeur clivante en fait ? Oui, c'est donc qu'elle soit déjà suffisamment forte pour un peu t'incarner et que l'inverse existe, ce que je te disais. Je trouve que ce serait très dur de choisir une valeur qui est obligatoire, c'est-à-dire que, prenons la bienveillance, le classique. Putain, tu dis que tu es bienveillant, c'est presque un pléonasme. Tu es obligé d'être bienveillant quand tu es une entreprise, enfin, sinon c'est l'enfer. Comment tu fais une entreprise qui ne serait pas bienveillante ? Et donc du coup, l'inverse n'existant pas, tu peux pas le mettre. Et en fait, quand tu réfléchis, c'est vachement dur d'incarner des valeurs très clivantes. Et à quoi ça sert ? Pas juste pour faire joli. Comme les valeurs sont une espèce de repère permanent à tous les moments de l'entreprise, quand tu embauches, quand tu te fais embaucher,
quand tu prends une décision d'entreprise, quand tu demandes à quelqu'un de partir, quand tu gagnes un client, quand tu as une difficulté avec un client. À tous ces moments-là, tu dois connaître l'identité de ta boîte. Et quand tu es le patron, c'est plus facile. Quand tu es l'employé numéro 100, c'est, je pense, moins facile. Et je pense que les valeurs sont puissantes pour ça. Et du coup, si elles servent à rien, bah, tu peux pas t'en servir. Si tu dis que tu es bienveillant, très bien, tu as une difficulté avec un salarié, tu dois le faire partir. Est-ce que la bienveillance va vraiment t'aider? Parce que tu es obligé d'être bienveillant. Et justement, est-ce que tu peux illustrer par un exemple de valeurs contraires? Oui, tu peux, prenons la confiance, une valeur forte chez Ayrton. Tu peux très bien être dans une boîte qui te dit, quand tu arrives dans ma boîte, ton pourcentage de confiance est de 0. Et le but, c'est qu'il arrive très vite à 100. Typiquement, avant la fin de ta période d'essai, je vais avoir 100% confiance en toi. Ou tu peux avoir l'inverse. Quand tu arrives ici, tu as 100%. Si tu passes la barre des 50, tu seras dehors. Okay. Les deux sont OK pour moi. C'est deux choses complètement différentes. Et elles peuvent exister. C'est pas une qui existe et pas l'autre. L'autonomie aussi, je trouve que forte chez nous. Tu as des boîtes où on n'a pas du tout envie de laisser les gens en autonomie. Au contraire, tu as des process très cadrés. Moi, je suis assez content que dans une centrale nucléaire, la valeur première soit pas l'autonomie des gens. Ouais. Et c'est très OK. Et pourtant, chez nous, c'est quand même une valeur forte. Tu vois ? Ouais. Bah, d'ailleurs, ce sont deux valeurs qu'on va aborder tout à l'heure. Mais avant ça, moi, j'aimerais bien connaître ta vision. C'est-à-dire qu'on dit que la culture d'une entreprise, notamment à taille humaine, comme nous, à Ayrton, est le reflet, en fait, de la vision du CEO, du dirigeant. Quelle est la tienne ? C'est quoi ta vision de l'entreprise idéale, sans censure ? Oui, sans censure. Les valeurs partagées par le fondateur ou les fondateurs sont très fortes jusqu'à, je pense, 10-20 salariés. Et ensuite, c'est quand même une espèce de masse difficile à identifier qui prend ces valeurs, qui les mélange et ça crée quand même quelque chose d'assez différent à partir de 10 ou 20 personnes, j'ai l'impression. Ça, c'est mon avis. Et c'est moi, ce que tu as constaté ? J'ai l'impression, c'est dur de mettre un seuil au nombre de personnes, mais j'ai l'impression qu'au bout d'un moment, ça devient déjà un mix avec les nouvelles personnes qui sont arrivées et ce qui se passe au quotidien. J'ai aussi l'impression que, au départ, bien sûr, ce sont les valeurs des fondateurs, mais il y a aussi, un peu plus tard, ce que tu laisses faire. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a des choses qui ne sont pas dans tes valeurs, au sens pas grave forcément, hein, mais c'est pas comme ça que tu l'aurais fait, tu trouves ça peut-être nul, et tu vas laisser faire. Et le laisser faire, ça équivaut coup de tampon, valeur acceptée. Par exemple, est-ce que tu peux illustrer ça ? Par exemple, il y a quelque chose que j'aime pas beaucoup dans la vie de tous les jours, même perso. Tu fais un meeting avec des personnes, et t'en as un qui fait de manière ostentatoire la gueule, désagréable. Tu vois, il n'a pas envie d'être là. Ouais. Et pour moi, s'il n'a pas envie d'être là, il peut ne pas être là. Tu vois, il faut le dire. Mais bon, ils sont quand même là. Et du coup, c'est gênant pour tout le monde. C'est l'éléphant dans la pièce. Il est relou, il est négatif, il est froid. Alors que tu peux avoir 3 autres personnes très dynamiques autour de lui. Ça, je déteste ça. Je suis jamais comme ça pratiquement. C'est très rare que je sois comme ça parce que je déteste ça. Et pourtant, on est humain. Il y a des moments où on n'a pas envie d'être là. Et il ne faut pas venir pour moi. Et dans d'autres boîtes, ça va être OK d'être comme ça. Et toutes les réunions, il va y avoir le relou de service qui est le caractériel. Et ben, même si j'aime pas cette valeur, si je laisse trop faire, parce que je sais que la personne ne va pas très bien, parce qu'en ce moment c'est dur pour lui, et je sais pourquoi elle est comme ça. Mais si je laisse faire, je valide ça. Et je dis que ça, c'est OK d'être comme ça en réunion et ça pose pas de souci. Ouais, tu autorises en fait. J'autorise sans l'avoir vraiment autorisé, sans l'avoir mis sur les murs ou sur le site internet. Notre valeur, c'est de faire la gueule en réunion. Ouais. Mais quand même, tu l'autorises. Et ça devient vraiment une valeur. Tu as le droit d'être relou. Et justement, est-ce qu'à Ayrton, comme ça, tu as eu des valeurs qui t'ont échappé et qui ne faisaient pas partie, en tout cas, de ton idéal, de ta vision ? Est-ce que des valeurs m'ont échappé ? Je pense que oui. Au sens encore une fois, on n'est pas sur des clivages qui soient trop forts. Hein. Tu vois, tout à l'heure, on discutait avant d'enregistrer de la difficulté de l'effet de groupe. L'effet de groupe, c'est que ce que tu fais très bien chez toi, tu n'arrives plus à le faire au milieu de 10 personnes. Et dans une entreprise, jusqu'à une certaine taille, il y a beaucoup de choses qui sont la responsabilité de personne. Tout à l'heure, il se trouve que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Remercie. Et on mangeait des pizzas et on s'est aperçu qu'on était à court de stock de plein de trucs en fait. Et
Euh, une valeur très profonde pour moi, c'est l'autonomie. Et je suis toujours un peu triste de voir que des fois, ces situations-là perdurent, elles peuvent perdurer pendant des mois, sans que personne se dise, non, en fait, ce truc-là, je sais que je peux le gérer tout seul déjà, j'ai le pouvoir de le faire, il y a des moyens de le payer, enfin, on est bien organisé pour ça, et c'est carrément autorisé de le faire, donc il n'y a aucune barrière, pourtant, des fois, ça marche pas quand même. On parlait des plantes, on aime bien les plantes, on a plein de plantes dans les locaux, pour autant, elles ont eu du mal à passer le Covid, il y a eu un désengagement, même après le retour au bureau, des personnes pour arroser les plantes. Et ça, c'est toujours un peu dur. Alors qu'au début, je pense qu'on avait vraiment cette valeur. Vu qu'on a commencé par faire le ménage nous-mêmes, faire les cartons nous-mêmes, faire les expés nous-mêmes. Ouais. Ça s'est perdu un petit peu, ça. C'est pas anormal, mais ça me fait un peu chier. Mais justement, est-ce que du coup, c'est pas corrélé avec le fait que on grandit? Et tu disais tout à l'heure que à partir d'un certain seuil, on passe un palier et les valeurs, elles sont peut-être pas moins fortes, mais en tout cas, elles émanent plus de toi. Plus Ouais, c'est vraiment. sûr, c'est certain. Après, il faut quand même faire attention à les conserver parce qu'on s'en sert beaucoup. Toi, tu t'en sers, Malika, au recrutement, et je pense que c'est un des endroits où c'est le plus visible et c'est le plus fort pour que le candidat sache si ça lui plaît ou pas. Par le prisme des valeurs, c'est très puissant, si elles existent vraiment et qu'elles sont clivantes. Sinon, ça sert à rien. Mais après, au quotidien, voilà, si je suis pas dans la pièce et qu'on a le grumpy cat là, qui est pas content et qui est relou, quelqu'un va s'autoriser sans aucune gêne à dire écoute, t'es pas bien là, sors de la réunion, c'est pas grave. Et personne ne sera gêné parce que c'est normal. Et donc il faut faire attention de bien les conserver, ou en tout cas bien savoir où on en est, refaire un peu le point de temps en temps, peut-être en valider certaines et en rayer certaines d'autres. Ouais. Moi j'ai connu que Ayrton, puisque c'est une boîte que j'ai créée après les études. Bien sûr j'ai connu plein d'autres boîtes, mais sans y bosser. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup discuté, n'empêche que ça se vit vraiment de l'intérieur. Donc là aujourd'hui on est un peu plus de 50, on sera bientôt une centaine. Je vais découvrir des choses de l'intérieur, c'est une évidence. Mais c'est pas une fatalité. On peut vraiment avoir des valeurs très fortes, je pense, même en étant 1000 personnes, si ce truc-là est compris et que c'est remis un peu à jour régulièrement. Bien sûr. Et justement, est-ce que tu as en tête une boîte que tu admires pour ses valeurs? Ouais, alors j'ai mes petits chouchous héros de chez habituels, donc je suis désolé, je suis pas très original. Mais donc la boîte que je préfère pour ça, c'est Basecamp. Basecamp, ils font un logiciel de gestion de projet un peu lambda. Cette notion de culture est très forte chez eux. Ils ont la particularité d'être très remote. Le côté télétravail rend encore plus important la culture d'une entreprise parce que les gens se voient très peu en physique, donc la culture est encore plus importante. Et ils ont beaucoup théorisé, ils ont écrit des bouquins carrément sur ça, donc ça m'a permis de les découvrir comme ça. Et beaucoup de nos valeurs sont communes. Mais même leur blog interne, leur, euh, leur site web, tout ça raconte, ils ont des podcasts. Donc ils ont gros storytelling entre eux, hein. C'est une boîte qui marche très 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 bien. Quand ta boîte tourne, c'est toujours un bon moment, si tu t'es pas posé la question, de se poser la question de mettre en place ce truc-là. C'est pas un truc de start-up. Donc même si tu l'as loupé et que tu es une PME qui a 100 ans d'existence et que tu es la petite fille qui reprend le truc et que ça n'a pas été fait, fais-le. C'est vraiment puissant. Mais c'est vrai que mon rôle modèle, c'est Basecamp parce que je trouve qu'ils l'ont bien travaillé et qu'il y a beaucoup de choses en commun, notamment une fondamentale pour moi qui est le respect du temps, une valeur très 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 profonde pour moi. Et ça, ils l'ont théorisé beaucoup plus. D'ailleurs, ils sont même extrêmes hein, par rapport à ce qu'on fait là. Mais qui, pour moi, en 2021, 2022 bientôt, est une des valeurs qui va être la plus clivante pour toutes les boîtes. Dans le respect du temps découle énormément d'autres valeurs. Et justement, est-ce que tu peux en parler, mais de ce qu'on applique en fait à Ayrton? Tout le monde n'applique pas exactement la même chose. On a des choses qu'on n'a pas imposées, qu'on a laissées libres. Mais grosso modo, il y a le truc qui fonctionne bien. C'est déjà bon, il n'y a pas d'horaire. Chacun est libre de travailler, de commencer son travail quand il veut. Plein d'autres boîtes le font. Mais on a poussé un peu à l'extrême, avec toi aussi, Malika, où on a essayé de le contractualiser de la bonne manière. En fait, le droit social français nous empêche plein de choses. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de startups qui s'assoient un peu dessus. Mais quand on veut faire les choses sérieusement, on peut avoir des envies qui sont incompatibles avec le droit social. Donc, par exemple, on a fait des contrats forfait jour pour l'ensemble du personnel, ce qui fait qu'il n'y a pas d'horaire imposé.
il n'y a pas de pointage, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Et ça, c'est un signe fort qui dit tu es censé être maître de ton temps. L'entreprise ne peut pas t'imposer tes horaires. On te fait suffisamment confiance pour qu'en bonne intelligence, tu saches quand est-ce qu'il faut bosser et pas bosser. Et ça, je trouve ça très puissant parce que de ça découle énormément d'autres problèmes potentiels qui sont simplifiés par ce truc. Tu n'as plus peur que tes salariés ne travaillent pas quand ils sont chez eux. Puisque de base, tu ne sais pas quand est-ce qu'ils travaillent. Donc ça simplifie beaucoup de choses. Et tu fais un truc incroyable, c'est que tu dis, les gens que j'ai embauchés, en fait, j'ai confiance en eux et ils vont bosser. Donc ils sont capables de s'organiser. Dans nos métiers, ça paraît évident. Mais même dans nos métiers, c'est pas fait dans plein de boîtes. Donc ça, c'est un premier exemple. Le deuxième que j'essaie de plus en plus de faire passer, qui n'est pas évident, mais c'est quand même pas trop mal, j'essaie d'interdire les gens de s'inviter trop en réunion. Déjà pour la réunion de base, que je trouve très souvent inefficace. Donc je suis quand même un grand fan du travail asynchrone, qui a cette difficulté, qui a cette challenge, mais qui est très très puissant. Mais aussi surtout d'éviter d'envoyer des invitations aux gens qui sont si faciles à accepter, si facile de mettre oui à cette invitation du jeudi à 14h où tu n'as rien, a priori, et qui en fait t'a volé une heure dont tu auras besoin ce jeudi-là, et qui, multiplié par 100 000 dans l'année, peut créer même des fois de l'épuisement inutile pour les gens. C'est un deuxième exemple. J'essaie de bannir ça petit à petit sans obliger les gens, mais en disant voilà, moi j'ai pas envie de le faire, fais-le si tu veux, mais pas avec moi. Voilà, laisse les gens un peu s'organiser. Voilà, dire aux gens que c'est tout à fait ok d'aller chez le coiffeur à 14h ou chez le médecin à 16h, je m'en fous complètement. J'aime bien donner des exemples et tout à l'heure, j'ai eu une discussion avec un de nos collègues. En fait, je crois que c'était la première ou la deuxième semaine qu'il était là. Il devait être en présentiel ce jour-là parce qu'il avait un truc à faire avec les équipes ou je ne sais quoi. Et là, j'apprends que les équipes s'inquiètent parce qu'il il s'est pas présenté en fait. Donc à ce moment-là, on ne le voit pas connecté sur Slack, etc. Et on n'a aucun moyen de le joindre parce qu'il ne répond pas au téléphone. Donc là, on a eu un gros coup de flip et on s'est dit, bon, ben, on va se pointer chez lui et on va voir s'il va bien, etc. etc. S'il faut, il est arrivé quelque chose. Et en fait, on est arrivé chez lui et en fait, il allait très bien. C'est juste qu'il a un sommeil super lourd, mais c'est quand même assez hallucinant. Il ne se réveille pas. Il a des stratégies complètement hallucinantes pour qu'il puisse se réveiller. C'était sa deuxième semaine, donc il n'avait pas forcément intégré encore la culture d'Ayrton. Et on lui a dit que c'était pas un souci du moment où il nous prévenait que le matin, en fait, il avait des difficultés à se réveiller et qu'il décalait sa journée et les équipes s'organiseront très bien comme ça. Et donc du coup, il m'a expliqué un petit peu tout à l'heure, il m'expliquait comment il avait mis en place son organisation. Donc c'est-à-dire qu'il se lève vers 9h30, il commence à 10h et puis il finit plus tard. Les équipes le savent et s'organisent en fonction. Donc c'est possible même quand on fait du service. Oui, c'est vraiment possible dans beaucoup de boîtes, du moment qu'on fait confiance aux gens. Je pense que c'est vraiment très important. Et c'est tellement puissant, parce que quand on peut s'organiser, quand on peut gérer son temps, on est beaucoup plus heureux dans sa vie en global. C'est une évidence. En fonction des moments de sa vie, on ne peut pas s'organiser de la même façon. Quand on est parent, ça change complètement notre organisation, pour citer que ça. Et c'est vraiment puissant d'être capable de dire, le matin, je peux emmener vraiment bien les enfants à l'école, être capable de faire ci ou ça, et après commencer ma journée, c'est très puissant. Pour moi, c'est une des valeurs qui doit être cultivée dans toutes les boîtes, à minima. Par exemple, moi, je ne crois pas du tout à la vie pro et à la vie perso. Je ne fais pas cette différence. Ouais. C'est plus facile pour moi dans l'entrepreneuriat, mais j'aimerais que tout le monde ressente ça. Et ça ne veut pas dire tu dois tout le temps bosser, etc. Au contraire, ça veut dire pour moi qu'on a vraiment une vie, une seule, vraiment bien remplie. Et dans cette vie, on va avoir des cases où on travaille, des fois on ne travaille pas, etc. Ce n'est pas une vie pro et une vie perso. Je suis OK de voir que des personnes ne partagent pas cet avis-là, c'est tout à fait respectable, mais ça va avoir plein d'incidences. Par exemple, moi j'ai énormément plaisir à inviter les conjoints, on sort du Covid, mais inviter les conjoints à des événements, parce que je trouve que c'est hyper important pour eux, qu'ils se rendent compte de où vivent leurs conjoints,
passent leur temps incroyable et quand ils rentrent, ils sont fâchés, contents. Je trouve ça génial. Et donc, j'ai pas envie de cette barrière. Et certains ont besoin d'une barrière comme ça pour d'autres raisons, donc je respecte. Mais forcément, la boîte, elle prend la couleur des valeurs des dirigeants, on ne peut pas l'empêcher. Euh, et cette notion du temps est un peu, je trouve, la mère de toutes les valeurs. Après, elles ont tout un lien, hein. Comme tu disais, l'autonomie, la confiance, tout ça, en fait, c'est la gestion de son temps, tout est lié. Et j'ai l'impression que la confiance est un peu la base de tout. Et justement, en fait, quand on va sur notre site, sur notre page Life at Ayrton, Oui. il y a une citation donc, qui vient directement de toi et qui est: la confiance n'exclut pas le contrôle, que cette notion-là est la plus grosse escroquerie des livres de management. Oui, ça j'ai mis du temps à le comprendre. C'est quelque chose qui est assez naturel chez moi, dont j'avais un peu honte. Parce que, ouais, je vais t'expliquer pourquoi. Et qui finalement, j'ai mis du temps à comprendre et que je trouve qu'il y a beaucoup plus de force à l'inverse. Donc, tu sais, on peut dire de toi que tu es naïf si tu as fait confiance tu rencontres une personne comme ça dans la rue, qui te paraît très sympathique, il te raconte quelque chose, tu lui fais confiance et en fait, il se trouve que c'est une arnaque. Ouais. Et tu te fais arnaquer. On va dire de toi que tu es naïf. Mhm. Que non, il fallait un peu rencontrer, connaître, faire tout ton background check, tout ce que tu veux. C'est vrai. Mais en fait, si tu regardes, le pourcentage de gens qui vont essayer de t'arnaquer dans ta vie est assez faible. Il y en a. Il y en a qui vont littéralement essayer d'abuser. Mais je n'ai pas la stat, elle n'existe pas. Hein. Peut-être qu'elle existe, mais peut-être que c'est 1% des gens que tu vas rencontrer. Et je me dis, putain, on se fait chier pour 1% des gens qui vont nous niquer, pardon. Et 99%, je préfère leur dire, je te fais confiance. Donc c'est vrai dans la vie pro ou la vie perso. Moi, quelqu'un qui, sur le bon coin, me dit qu'il va me payer, je lui fais confiance. Bon, s'il ne me paye pas, je me serais fait avoir. Ouais. Voilà. Après, si c'est 10 000 balles, bon, je vais faire attention peut-être à qui je le fais. Mais de la manière, on fait attention à qui on embauche, quand même. Il y a un check. Mais une fois qu'on a choisi la personne, une fois qu'on l'a choisi, on va lui faire confiance. Pour moi, c'est impossible de ne pas lui faire confiance. Donc, ça nous est arrivé de faire confiance à des personnes, de s'être trompé. Je pense dans Ayrton, ça a dû m'arriver peut-être sur 2 personnes. Ouais. Et je ne sais pas combien de personnes j'ai embauché, peut-être une centaine en tout, avec les gens qui sont venus, partis. C'est ça. Donc on a 2%, constate, en live. Et donc, je préfère me dire, je t'ai choisi, pour plein de raisons, j'ai fait attention, je te fais confiance. Mais je comprends que les gens qui puissent se dire, peu importe qui j'ai choisi, il y a cette période, ce sas. Alors, j'ai entendu des gens qui disaient, tu es à 50% quand tu arrives. Voilà, tu as un capital quand même minimal et tu vas faire moins ou plus. Et d'autres, donc nous, c'est plutôt 100, enfin moi en tout cas. Et d'autres, c'est 0. Bon, pour moi, c'est ok, mais je ne sais pas bien fonctionner avec la défiance. Donc, et donc, le fait de dire la confiance n'exclut pas le contrôle, on a un problème. Parce que si tu fais confiance, tu ne peux pas contrôler. Ça n'a aucun sens. Confiance, c'est se laisser aller directement avec la personne. Le contrôle, c'est du contrôle. Et c'est tout à fait ok. Mais dans ce cas, tu ne fais pas confiance. Tu contrôles la personne. Si je te dis, Malika, j'aimerais bien que tu fasses une série de podcasts, si je suis là à tous les épisodes, je suis là au montage, etc., c'est que je te fais pas confiance dans ta capacité à le faire. C'est ok, mais il faut juste que les gens soient le savent. Et ça, c'est très puissant pour le management, ce qui m'a permis aussi pendant très longtemps d'avoir un management light, ce qui est bien ou pas bien. C'est quoi un management light ? Avec pas de manager, en fait. Pendant très longtemps, chez Ayrton, on a eu 0 manager par mois. Ce qui a des avantages et des inconvénients, mais c'était possible parce qu'on disait aux personnes, en fait, vas-y, fais, t'es là pour faire, fais-le. Il y a eu des loupés, mais il y avait moins besoin de ce coaching un peu permanent. Et c'est là qu'on s'est aperçu, d'ailleurs, que le management, en tout cas chez nous, par rapport justement à ces valeurs, ne serait pas le contrôle des tâches des managers, mais de l'accompagnement régulier à aller bien, qui est une de nos valeurs aussi, le bien-être, de se sentir épanoui, de progresser dans l'entreprise, donc plus proche du coaching que du contrôle, parce que le contrôle, on l'a quelque part un peu rayé de la carte. Et ça, c'est pas vrai dans toutes les boîtes, et je dis pas que c'est mieux de le faire. Ça a son lot de difficultés, comme n'importe quelle valeur un peu clivante. Sinon, ça serait trop facile. Mais moi, je me sens tellement plus à l'aise dans ce genre de fonctionnement que ça déteint naturellement. Bien sûr. Tu parlais de bien-être, c'est souvent une valeur qui est citée. On peut dire que c'est une valeur qui peut être bullshit. Ouais, t'as raison. Vite fait. Ouais.
Du coup, tu mets quoi, toi, derrière tout ça, en fait? Alors, pour pas qu'elle soit bullshit, je la tourne autrement. Parce qu'effectivement, il peut pas y avoir une boîte qui te fait te dire ma valeur, c'est le mal-être des gens. Mais tu peux avoir des gens qui vont te dire le bien-être des personnes m'importe peu. Dans le sens, il y a un travail, mais bon, est-ce qu'ils sont bien ou pas bien, c'est pas mon focus. Ça existe des boîtes comme ça et c'est ok. C'est pas des gens qui vont essayer d'emmerder les salariés, hein, mais le bien-être n'est pas leur focus. Ok, c'est plus dans ce sens-là. Alors que, évidemment, moi je pense vraiment que c'est très important que les gens soient bien. Alors on fait la différence quand même avec heureux, où le heureux inclut une part personnelle assez forte. De toute façon, la notion de... Enfin, ça ne dépend pas de toi. Enfin, je veux dire, ça dépend que de la personne. Oui. Et donc, faire en sorte qu'il soit bien épanoui, ça veut dire donc faire attention à la rémunération des gens, que ce soit un focus important et pas simplement un passage douloureux tous les ans en entretien annuel entre le manager et le salarié, mais vraiment qu'il y ait une politique qui s'améliore, qui soit construite. Tu sais qu'on bosse sur ces thématiques petit à petit, donc que ce soit vraiment un focus, comment bien payer les gens. Donc, bien payer les gens, ça veut dire aussi comment être très rentable ou le plus rentable possible. Ça veut dire comment être certain que les personnes se sentent assez alignées, trouvent du sens dans ce qu'elles font, pas forcément du sens au niveau ce que je fais va changer le monde, parce que c'est des choses qui sont difficiles. Alors, on peut travailler sur ça, mais c'est quand même pas facile dans toutes les boîtes d'offrir du sens à ce point. Mais au moins du sens, c'est de servir quelque chose d'utile pour soi, d'utile pour un collectif, c'est déjà pas mal. Donc de faire en sorte que pas de personne ne soit au placard ou dans des jobs un peu en train de se noyer quelque part. Il y a pas mal de fois dans Ayrton où on a eu des trous dans la raquette, où on avait besoin d'une personne pour faire une tâche qu'on se voyait tellement pas sous-traiter à quelqu'un Ouais. que finalement on ne traitait pas. Alors qu'il est fort possible qu'on aurait pu trouver des gens qui aimaient ça, hein, parce que c'est difficile de faire le transfert, mais il y a plein de fois où on a préféré pas grandir sur une activité parce qu'on n'arrivait pas à se projeter dans qui on pourrait embaucher pour faire ça, tellement on trouvait que le job était pas cool. Et alors qu'on pourrait très bien dire non, mais le boulot doit être fait, il y a des gens qui ont besoin de bosser, il faut proposer ça. Et donc c'est pour ça qu'on a quand même un focus bien-être, qu'on essaie de faire attention, sans tomber dans l'extrême qu'on a pu voir dans des startups, Ouais. où tu as un massage à midi, Le pédicure à coiffeur, 14 etc., heures, parce etc. qu'on a déjà, il faut des niveaux de rentabilité qui sont extrêmes, et je suis vraiment pas sûr que ça soit le plus utile. Quand tu as tout fait vraiment qu'il te reste que ça et tu sais plus quoi faire, fais-le, c'est génial, mais il y a tellement de travail avant qu'on n'y est pas. Mais je pense qu'on fait attention. Après, c'est une vision qui est personnelle. Peut-être que certains qui sont plus là ou qui sont partis te diraient qu'ils se sentaient pas si bien. Mais, euh, mais tu vois, par exemple, on n'hésite pas à faire partir les gens chez Ayrton. Ça peut faire peur, faire partir. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par là? Demander aux gens de partir, de quitter l'entreprise. Donc ça relie une valeur qui est importante pour moi, qui est le courage et le bien-être. C'est-à-dire que quand on se rend compte que quelqu'un ne fonctionne plus, ça va être dans l'entreprise. Déjà, tout le monde le voit, hein. Quelqu'un qui ne fonctionne plus, tout le monde le voit. Donc on peut faire semblant parce qu'on est sympa, mais tout le monde le voit. La personne souffre et est mal, ses collègues sont mal. Et souvent, si c'est une personne qui est pas performante, c'est facile. Bah là, on va plutôt essayer de l'aider au lieu de faire partir. On va essayer de dire bon, comment elle peut être plus performante, parce que sa non-performance crée peut-être la frustration. Mais le plus dur, c'est les performants. Ils sont super forts dans ce qu'ils font. Nous, on a beaucoup de développeurs, c'est des gens durs à recruter, rares. Tu vois, tu prends un développeur super performant, mais qui commence à se désaligner petit à petit. Le courage, c'est de le faire partir le plus vite possible. Et ça, c'est très dur. Mais pour le bien-être des autres, et même de lui en général, il faut le faire. Mais on pourrait imaginer une boîte qui se soucie moins de ce bien-être-là et qui va plutôt essayer de tordre les choses pour que cette personne soit plus isolée sur des missions, par exemple, rencontre moins ses collègues. Et ça peut être OK. Mais chez nous, je pense que ça marcherait moins. On a mis pas mal de choses en place justement pour honorer ces valeurs-là. Donc là, on a cité l'autonomie, la gestion du temps, le bien-être, la confiance. Qu'est-ce qui nous manquerait à mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce que t'aimerais en fait? C'est quoi ton rêve caché? Qu'est-ce que t'aimerais qu'on mette en place à Ayrton? Ben, tu sais, parce qu'on travaille un petit peu dessus, mais il y a quelque chose qui est profondément ancré. Alors, on dit souvent que c'est en France, j'en ai aucune idée, mais
Euh, c'est la transparence des salaires, en tout cas la thématique argent. Chez Ayrton, on partage tous les mois le P&L de l'entreprise. Donc le P&L sont les chiffres, ce qu'on gagne, ce qu'on perd, sans un détail infini, mais on le partage, qui est extrêmement rare, à part dans les boîtes cotées. C'est vrai. Donc il y a cette volonté de partage, mais ce qu'on n'a pas réussi à faire, peut-être par manque de courage ou de focus là-dessus pour l'instant, c'est d'instaurer une transparence de la rémunération, pourtant parfaitement utile à tout point de vue. Qu'est-ce que tu entends par transparence de la rémunération, que chacun ait son salaire en fait ouvert et que tout le monde puisse être au courant du salaire de chacun? Ouais, donc ça c'est une conséquence, que les salaires soient connus, mais que du coup on sache comment, pourquoi on embauche les personnes à telle fourchette, comment on choisit quel est le salaire d'embauche dans une fourchette, comment on promeut, comment je peux savoir presque à l'avance la courbe d'évolution que je suis capable d'avoir, comment je peux quand même garder un peu un côté gamification, parce que je trouve ça sympa que dans la rémunération, il y a le sujet du variable qui est un sujet extrêmement complexe, mais comment on garde dans la rémunération quelque chose d'un peu excitant quand même. Moi je trouve que c'est bien, j'aimerais bien réussir à que 100% des gens aient une excitation dans leur rémunération en dehors du salaire fixe qui va évoluer. J'aimerais bien réussir ça. Donc toutes ces petites règles, toutes ces manières de faire qui touchent à l'argent des gens, donc ultra sensibles, j'aimerais que ce soit très ouvert et très collectif. On est au niveau zéro chez Ayrton là-dessus. C'est beaucoup plus facile de le faire from scratch, donc en recréant une entreprise, c'est évident. Mais j'aimerais qu'on progresse chaque année vers quelque chose d'un peu mieux. J'ai trouvé que par exemple, il me semble que ça fait pas si longtemps, mais on met systématiquement les salaires dans nos annonces. Oui. C'était pas vrai, je crois, il y a 2 ans, pas toujours. Non, ou avec des fourchettes assez larges, là on les réduit. Voilà, donc on commence à dire, bah voilà, en fait, parce que c'est bien sûr la base sur une annonce, c'est que la personne puisse savoir qu'est-ce qu'on est prêt à rémunérer pour ce job et est-ce que ça lui convient. Alors qu'il y a encore plein d'annonces où c'est tabou. Mais c'est gênant parce qu'en le mettant, bah, tu indiques aux autres dans l'entreprise est-ce qu'ils sont plus, est-ce qu'ils sont moins. Donc tu as un niveau de transparence qui déjà te bloque là-dessus. Après, je rappelle que Ayrton, c'est une entreprise à taille humaine et que ce genre d'information, en fait, a quand même pas mal d'impact, en fait. C'est pas une grosse boîte où il y a une grille bien définie, etc. Et finalement, on s'en fiche un peu. Là, à Ayrton, ça a quand même pas mal d'impact, ce genre d'infos. Ouais, ça peut créer des problèmes importants. Tu as aussi des gens qui ne souhaitent pas du tout que leur salaire soit public. Oui. Il faut l'entendre. C'était pas la règle quand ils sont arrivés. Changer cette règle-là est possible, mais elle peut avoir des conséquences. Donc ça se fait pas en 2 secondes. C'est pour ça qu'on n'a pas totalement réussi à le faire. Mais si tu me demandes ce que j'aimerais, c'est un truc qui, je trouve, nous aiderait au quotidien. C'est un frein qui n'est pas nécessaire. En quoi ça t'aiderait en fait à prendre des décisions Il y a plein de moments où j'ai senti on est freiné par ça. C'est pas majeur, hein, sinon on l'aurait réglé. bien Mais sûr. tout à l'heure, on avait une réunion avec les managers, puisqu'on a mis en place un management récemment, comme on le disait tout à l'heure. Et ben voilà, comment donner le pouvoir aux managers d'augmenter de la bonne manière les personnes si elles ne peuvent pas comparer avec les autres personnes de l'entreprise. C'est une partie de la question, quand même. Il n'y a pas que ça. Et du coup, tu es obligé de masquer des salaires des gens que tu ne manages pas, de masquer les salaires des managers entre eux. Et ça crée tout un tas de difficultés inutiles. Je pense vraiment que si tu pèses le pour et le contre, je ne vois pas à quel moment on est gagnant, à part si tu veux un fonctionnement un peu obscur, au mieux disant, au meilleur négociateur, et que ça te plaît, ce qui est ok. Bon, encore une fois, c'est une valeur qui n'est pas discutable. Tu dis, voilà, le mec qui négocie le mieux, il a le meilleur salaire, pourquoi pas. Mais si tu fais ça, effectivement, tu ne peux pas ouvrir le salaire. Et moi, je suis moins là-dessus. Je préférerais qu'on règle ce problème-là, qu'on le gamifie un petit peu parce que je trouve que c'est sympa, mais qu'on n'ait plus jamais à en parler en fait. Que les règles soient écrites, on les fasse évoluer, mais ça soit plus un problème. Quelqu'un aimerait gagner plus et que ce soit pas possible dans Ayrton, aucun problème. À nous de voir si demain on peut faire évoluer les choses. Mais que quelqu'un soit moins payé, le sache, alors qu'il a l'impression de faire mieux, voire ou au moins autant que l'autre, même si c'est 100 euros d'écart par an, ça peut être destructeur. Toi tu le sais pas, la personne te l'a pas forcément dit, enfin ça peut vraiment, il y a des conséquences qu'on mesure pas quand même, à mon avis. Ça c'est certain.
Après, on parlait pas mal de valeurs, etc. Pour moi, je pense que c'est plus un mindset, en fait, un mindset d'entreprise. Je suis en train de lire un livre, là, j'ai oublié l'auteur, mais qui est assez connu, et justement qui parle d'esprit fixe. Et peut-être que ça te parle d'esprit fixe et esprit Non, de, je connais de pas. développement. Et pour moi, Ayrton s'inscrit clairement dans cet esprit qui est en perpétuelle évolution. Et ce que j'aime tout particulièrement à Ayrton, et c'est ce qui m'a le plus séduite, moi je suis complètement amoureuse de ma boîte, hein, ça c'est un fait, c'est le fait de progresser en fait en permanence, de pas rester sur voilà, on a toujours fait comme ça, donc ça marche bien, donc voilà, c'est ouais, mais comment on peut faire mieux en fait? C'est quoi la petite différence? C'est quoi le petit truc qui va faire que on va être plus performant ou mieux en fait? Mais voilà, j'ai vraiment la sensation qu'on est dans ce mindset-là. Ouais, t'as raison. Souvent, un reproche que j'ai eu, c'est putain, on n'a pas fini de faire un truc, t'es déjà en train de réfléchir à autre chose, Adrien. Parce que je suis plutôt comme ça. Je suis pas un gros finisseur. Parce qu'une fois que j'ai fait les 80%, j'ai vraiment fini, quoi. Je suis pas trop quelqu'un qui va aller gratter jusqu'au 100%. Donc c'est bien ou pas bien, encore une fois, mais c'est comme ça. Et quand je vois qu'on a atteint quelque chose, qu'on a coché une case, je vais tout de suite en train de réfléchir à autre chose et ça me dérange pas du tout de détruire pour refaire. Je suis assez à l'aise avec ça. Je sais pas combien de temps, mais en tout cas pour l'instant. Et c'est vrai que j'aime bien dire aux gens que quand ils arrivent, quand je les accueille, euh, ils doivent comprendre que tout est possible, qu'ils peuvent vraiment avoir de l'impact. C'est quand même le but d'aller dans des petites boîtes. Tu dis, on n'est pas 1000 personnes. Donc quand tu es 50, même 100 personnes, même 200, tu peux vraiment avoir de l'impact dans ta boîte, ce qui est génial, je trouve. Donc tu as plus de responsabilités souvent, mais tu as de l'impact. Et tu peux avoir des idées qui modifient profondément l'entreprise. Je trouve ça. Enfin, moi, je ne saurais pas faire autrement Ouais. si j'étais embauché par une boîte, quoi. Oh, bah, en tout cas, quand on y a goûté, hein, on peut plus s'en passer. C'est un modèle en fait, en tout cas avant d'arriver chez Ayrton, si je dois parler de ma propre expérience, pour moi ce genre de boîte en fait c'était que en Californie, ça n'existait pas en France en fait. Et ou si c'était des startups, mais voilà, qui coulaient au bout de 2 mois quoi. Donc du coup, quand je suis arrivée à Ayrton, pour moi c'était une grande surprise. Et je tiens à dire aussi que c'est vraiment porté par le dirigeant. Comme on l'a dit au départ, en fait, les valeurs d'une entreprise reflètent à 2000% les valeurs du dirigeant. Donc avant de travailler pour une boîte, on travaille pour quelqu'un, Ouais, je pense. ouais c'est vrai. Et j'aimerais rebondir justement sur ma question d'après. C'est, voilà, Ayrton fait de la croissance, on ne s'en cache pas, que ce soit par exemple par le rachat d'ABMI. Et quand on parle de croissance, ben, c'est souvent connoté négativement, etc. Perte d'identité, de proximité, parfois même de valeur. Donc les tiennes, Adrien, notamment. Qu'est-ce que tu réponds à ça en fait? Donc nous, c'est pire que de la croissance parce que on rejoint un groupe donc, qui nous a racheté à 100%. Donc premier niveau de risque de perte de valeur. Et on se met à faire une croissance plus forte que ce qu'on faisait jusqu'à présent, puisque quelque part en 13 ans, on est passé de 0 à 30 personnes. Alors ça fait tout bête comme ça, mais avec plein de montagnes russes au milieu. Ouais. Et maintenant, on est passé de 30 à 50 finalement instantanément. Et on sera une centaine avant fin 2022. Donc pour Ayrton, c'est énormément de croissance dans le cadre d'un rachat. Donc le réflexe naturel de la grande majorité des salariés, ça a été la peur de perdre, ce qui est un bon signal. Quand tu as peur de perdre quelque chose, c'est que quand même tu l'apprécies. Donc, bon, on le savait à peu près, mais c'est quand même une bonne chose. Et moi, j'ai pas du tout peur de ça pour deux raisons. Pour la partie acquisition, parce qu'on a beaucoup discuté avec Vincent Cohen, qui est le président d'ABMI, de nos valeurs. L'avantage de les avoir écrites, c'est que tu peux les partager, tu peux expliquer. Et quand tu rachètes quelque chose, t'as pas envie de le casser. Donc, comme c'est écrit, que c'est bien défini, que c'est un focus très fort, avant de faire un deal, tu peux savoir si tu es en phase ou pas. Donc ça, je trouve que c'est très, très puissant. C'est aussi pour ça qu'il faut bien maîtriser ses valeurs, parce que c'était une des premières discussions qu'on a eues avec ABMI, c'était qui on était, c'était pas combien de marge brute on faisait, et ça fige un peu les choses.
ça, c'est pour la partie rachat. Et sur la partie croissance, je vois pas pourquoi grandir plus vite. Bien sûr, ça crée un peu de tension à droite et à gauche, on accueille plus de monde, etc. Mais au contraire, avec des valeurs très puissantes, tu recrutes mieux, tu te trompes moins. Euh, et si c'est au centre de notre attention, si on fait attention, si ces valeurs sont fortes et qu'on voit, oh là là, on est en train de glisser, on va rectifier le tir beaucoup plus vite. Bah, c'est ça en fait, quand c'est pas des valeurs bullshit, tu recrutes beaucoup mieux et donc du coup ce seront des gens qui vont représenter nos valeurs et du coup ça se multiplie. Ouais. Tu la perds pas en fait. Tu la perds pas et si c'est fort, chaque personne est un peu le défenseur des valeurs, donc pas les nouveaux mais les anciens. Moi je me fais rattraper tout de suite si on perd des choses importantes. Si je commence à dire aux gens, bon en fait maintenant je voudrais que vous soyez là à 9h, bon je prends un cas un peu extrême mais on va se faire sauter dessus, on va se faire défoncer. Ils vont avoir l'impression de perdre quelque chose de très puissant. Bah oui. Et donc pour moi il y a un autocontrôle. Par contre, plus de personnes qui vont arriver avec leur bagage, qui vont instaurer des choses. Certains vont avoir de l'impact dans la boîte, certains peu. Donc ça va brasser un peu les choses. Donc il faut être vigilant, il faut aussi accueillir la nouveauté pour faire évoluer ses valeurs, des choses qui viendront de moins en moins de moi. Et ça c'est cool. Et puis tu vas avoir des départs un peu impossibles à empêcher. C'est des personnes qui veulent être dans une bande de 10-20 personnes, qui déjà à 30 personnes se sentaient plus très bien. À 50 personnes, donc ça n'a rien à voir avec le cadre, c'est juste qu'ils ont envie de connaître tout le monde, ils ont envie d'aller boire des bières avec toujours les mêmes groupes, et à 50 personnes c'est déjà compliqué, donc à 100 c'est peut-être plus leur truc, mais ça tu peux pas l'empêcher, et c'est hyper respectable. On a notre CTO qui vient de chez Orange, il te dit mais même 200 personnes pour moi c'est tout petit, et d'autres qui sont venus chez Ayrton parce qu'on était 10, et qui commencent, tu le sais, même à réfléchir, bon, est-ce que je vais pas rejoindre une aventure plus petite, alors qu'il n'y a pas vraiment d'argument. Ils disent pas on a perdu ça, on a perdu ça, on a perdu ça. Donc je pense pas du tout que. Bien sûr que c'est toujours un risque, mais au contraire, pour moi c'est une arme perpétuelle. Donc c'est pas est-ce qu'on va perdre nos valeurs, pas perdre nos valeurs, c'est comment nos valeurs vont nous permettre d'aller à 100 personnes, 200 personnes, faire des acquisitions de boîtes pour faire la croissance externe. Là directement, là, tu achètes une boîte directement qui a ses valeurs, sa culture. Donc là, c'est le choc frontal. Et c'est ce qui s'est passé avec nos nouveaux collègues, Ouais. ex-DAP. Ouais, c'est ça, mais ça, c'est un challenge encore plus fort que l'embauche. Mais je trouve que quand tu l'as vu, tu l'as vécu, tu rachètes une boîte où tu te fais racheter par une boîte, c'est le même processus. Tu peux pas avoir une fusion molle des valeurs, c'est pas possible. Il y en a un qui prend le dessus. Il se trouve qu'on a pris le dessus sur le groupe qu'on récupérait, et avec beaucoup de dialogue et en toute transparence, ils étaient contents de ça. Mais voilà, il y en a un qui gagne, si on doit parler comme ça. Et demain, sur la croissance externe, les premières choses aujourd'hui qu'on discute avec les dirigeants, c'est ça, est-ce qu'il a fait ce travail-là ou pas? Mais plein ne l'ont pas fait, ils ne savent pas du tout quelles sont leurs valeurs. On sait que comme on est focus là-dessus, sur une acquisition demain, on va faire très attention comment on va intégrer les gens par rapport à justement leurs croyances, leurs valeurs, leur culture. Et au lieu de ne pas faire attention à ça et faire, je sais pas, simplement intégration administrative, géographique, qu'il faut faire, mais qui est quand même un peu moins importante. J'ai une dernière question pour clôturer tout ça et finir sur une note un peu légère. Le Ayrton en fait de demain que tu as en tête, il ressemblerait à quoi si tu n'avais pas de barrière mentale, pas de cadre légal, etc. Ça ressemblerait à quoi? Le Ayrton totalement idéal, open bar, c'est déjà dans plusieurs pays, sans hésiter. Donc d'être à l'international. International sans hésiter, ouais, avec bien sûr les US, côte ouest, bien sûr, mais aussi Singapour, etc. etc. Parce qu'on a eu fait de l'international quand on était plutôt orienté produit, et ça me manque beaucoup de ne pas le faire, donc c'est quand même dans les plans, mais ça avance doucement. C'est des locaux beaucoup trop chers et pas du tout raisonnables. Piscine sur le toit. Piscine sur le toit, piscine où tu veux, à l'intérieur. Ouais. Parce que je trouve que les locaux sont très... Moi, j'aime beaucoup la culture remote, je pratique beaucoup le télétravail, et j'aime bien le camp de base, le flagship, et donc d'avoir des locaux pas du tout raisonnables, ça serait... ouais, voilà, tu me dis open bar, c'est ça.
Parce que je trouve que quand tu es au bureau, ça doit être un lieu de vie, d'échange. Il faut que le bureau, ça peut pas être juste des cloisons. C'est vraiment dommage. Même si après, voilà, pour des raisons de budget, tu peux pas faire n'importe quoi. Ouais, Enfin, certains peuvent, mais tout le monde peut pas. Et qu'est-ce que c'est d'autre? C'est une équipe beaucoup plus mixte. On souffre de présence féminine dans les métiers d'ingénieur. Ça, on l'a pas inventé, mais pas mal, non, déjà? Ouais, c'est pas mal. Bah écoute, j'ai hâte ce moment. Bah écoute, merci en tout cas pour tous ces partages. Et puis j'espère que vous qui nous écoutez, ça vous a apporté plus d'infos et que ça vous a bien plu, que vous avez passé un bon moment. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.